en direct avec Stéphane Magarelli, homme triple. Triple fermentation, ça pourrait être une bière, sauf qu'il est à la fois poète, j'allais dire ouvrier spécialisé, non. Ouais, éducateur spécialisé. Bah, c'est un ouvrier spécialisé, exactement, camarade. Voilà, ouais. Et il y a un troisième truc, c'est l'Antiquité racontée au nul. Ouais, non, c'est de la philosophie, ouais. Alors, donc on va commencer par la branche. Tu es addictologue. Alors, je suis spécialisé en addictologie, ouais. Alors, addictologie, en ce moment, surtout post-Covid, on est tous tombés dans un truc. Nous, on est resté dans le bouquin avec un certain Coretti, mais il y en a d'autres, ils y vont à fond. Mais fais pas ça quand je parle d'addictologie, putain, on va te prendre pour le président de la République. Donc, on peut être addict, nous on est addict au livre, mais fondamentalement c'est l'alcool, les drogues et les médicaments, quoi. Ouais, c'est pas que ça aussi. Le ski alpin. Ouais, hein, ça peut être, tu peux être addict aux achats compulsifs, tu peux être addict, aussi, je sais pas moi, aux jeux pathologiques, aux jeux d'argent, tu peux être addict à différentes choses, c'est pas forcément lié aux produits. D'accord. Voilà, ça peut, mais pas exclusivement. Et le but du jeu, c'est expliquer pourquoi il faudrait peut-être arrêter, parce que c'est pas bien. Non, pas avec moi. Non. Alors toi, tu dis quoi? Si tu fais quoi alors? Moi, je dis qu'il serait peut-être bien de continuer si c'est pas le moment d'arrêter. D'accord. Non, c'est un produit qui se vend pas facilement du coup. Ça gagne. Non, je pense que tu as raison. Ça gagne du terrain. Ça gagne du terrain. Je pense que tu as raison. C'est bien beau de dire aux gens. C'est pas la peine d'enlever les roulettes si tu sais pas faire du vélo. C'est pas la peine. Puis ça sert à quoi de dire aux gens ce qu'il faut qu'ils fassent s'ils sont pas en mesure de le faire et s'ils ont pas vraiment envie de le faire? Oui, mais quand tu as une société qui a 80% et en état de chaos à cause de diverses addictions, c'est pas terrible non plus. À un moment donné, le désordre public, c'est pas toi qui gères. Alors, c'est bien la peine d'encourager. Si, je le gère parce que je reçois pas mal de gens qui sont dans des situations judiciaires, mais si tu veux, il y a un moment donné, il faut être clair. Soit tu vends un programme qui correspond pas à tout le monde, soit tu essaies d'adapter une vision des choses en fonction des gens que tu reçois. Donc tu offres une autre possibilité par rapport au truc comme Jalen Street pour faire du régime. J'offre rien du tout, je laisse juste les gens libres de faire ce qu'ils peuvent et ne pas leur faire croire qu'ils sont capables de faire des choses qui leur correspondent pas. Alors question, est-ce que ça donne de meilleurs résultats? Bien sûr, ça rend plus libre. Quand tu te sens plus contraint par une morale sociale qui ne te correspond pas mais à laquelle tu adhères par culpabilité, et qu'à un moment donné tu as à t'en détacher parce que finalement ta conduite addictive, elle n'est plus tant une dépendance qu'un mouvement volontaire d'émancipation, du coup tu vas suivre dans une autre dimension. Tu sors des poncifs et des stéréotypes qui certes en aident certains, mais créent du tort chez beaucoup d'autres. Moi j'ai l'impression que la majorité ça crée du tort en fait. Tu sais, c'est comme ces trucs pour arrêter d'être homosexuel aux États-Unis. Tu sais, c'est quand... Bon, à un moment donné, si tu l'es, quoi. Ce qui crée du tort souvent, c'est le discours ambiant, quand le discours se pense pas en tant que discours. Ouais, Ce qui crée du tort, c'est qu'à un moment donné, on se satisfait de vérités toutes faites qui sont que le reflet d'un modèle qui est très limité dans ses effets finalement. Parce qu'en addictologie, si la dictologie ça marchait tant que ça, si ces discours sanitaires fonctionnaient tant que ça se saurait. Oui, mais le but du jeu, c'est rassurer la morale. C'est rassurer la morale. C'est pas soigner. C'est rassurer la morale des tenants de la morale. Voilà. Le but du jeu, c'est pas soigner, c'est dire qu'on soigne. Le but du jeu, c'est de faire rentrer dans un modèle, c'est de faire adhérer à des préceptes moraux qui sont de plus en plus pauvres et qui finalement culpabilisent ceux qui font des choix différents, à mon avis. Quelqu'un qui veut arrêter de boire. Ouais. Il arrête de boire, il a le droit d'arrêter de boire, il faut l'accompagner s'il le souhaite. Oui. Mais quelqu'un qui te dit qu'il veut arrêter de boire, et puis quand tu commences à discuter un peu plus avec lui, tu te rends compte que finalement c'est un peu plus compliqué que ça, et que son discours finalement n'est que le relais des discours normatifs qu'on lui dit qu'il faut répéter, et que dans le fond son désir il se situe un peu ailleurs, là peut-être que tu accèdes à d'autres chemins de réflexion qui sont autant peut-être de petits points de liberté auxquels il faudrait accéder, liberté d'être comme on peut. Je suis d'accord, oui, mais si dans l'intervalle, comme l'homme derrière nous, il bat sa femme parce qu'il boit. Ça serait bien qu'il arrête de boire sa femme tant qu'il la bat. Enfin, un truc. T'as une limite. T'as une limite qui est claire et nette. Cette limite, c'est la loi. Ah.
Voilà. La loi. Mais la loi, je veux dire, sans loi, t'es pas là, et moi je suis pas là non plus. Ou alors on serait peut-être ailleurs, ou en d'autres termes. La loi, si à un moment donné, effectivement, tes alcoolisations, elles franchissent la limite, et si cette limite c'est l'autre, là ça pose un problème. D'accord. Non, mais c'est bien que tu calques. J'aime bien, parce que là, il y a un angle qui est classé de par la loi. La limite, c'est la loi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que tes alcoolisations, elles créent volontairement du tort à un tiers fragile? Ou à un tiers, l'époux, l'épouse, pas forcément un tiers fragile pour le coup, mais un tiers fragile, je pensais aux enfants. Par exemple. Oui, évidemment. Donc là, effectivement, il y a une limite. Et là, moi, mon discours, il s'arrête là. Donc comment tu reçois les gens? Comment ça se passe? Comment tu les reçois. Moi, je les reçois. C'est moi qui les reçois en premier en plus. Je leur demande ce qu'ils veulent. Alors, c'est dans quel cadre? Deux cadres. Les gens viennent parce que ils pensent qu'ils ont un problème ou on leur a dit qu'ils en avaient un. Ouais. Donc, ils viennent. Et tu te rends compte finalement qu'ils viennent souvent parce qu'on leur a demandé de venir. Pas que, mais quand même assez souvent. Et puis, tu as ceux qui viennent parce qu'ils sont orientés par la justice. Et là, ils ont franchi la loi, mais c'est pas forcément la limite franchie, c'est pas le grand orientateur, voilà. la justice. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc c'est ces deux axes-là, quoi. Ouais. Donc qu'est-ce que vous voulez, quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous dans la mesure où la justice continue à te confier des gens, c'est qu'ils sont contents de ton type de travail. C'est un système, ça, après. Ouais. Donc, la justice, elle oriente parce qu'elle répond à des procédures. Elle oriente pas vers moi. Il n'y a pas de conscience. Elle oriente vers des institutions. Ouais. Tu vois? D'accord. Donc tu es une institution. Bah moi, si tu veux, je suis dans ces situations-là le représentant d'une institution. Ouais. D'accord? Mais dont j'interroge le fonctionnement, même avec ceux qui sont en obligation de soins. Et tu as raison, il faut toujours interroger. Tu vois? Sinon on se perd. Moi, j'interroge autant que possible. C'est parce qu'on doute qu'on interroge et qu'on se perd pas. Bah, on essaye, en tout cas, et quand même je me perds, j'accepte de me perdre. Oui, tu vois, ça peut arriver aussi. Ça m'évite d'être trop rigide. Voilà. Ouais. Donc, ça fait combien d'années que tu as fait des livres autour de ça? Parce que tu es producteur de livres aussi. Ouais. Combien? Ça fait 20 ans. 20 ans. Donc, ça commence à être calé ton histoire. 20 ans que je fais de la dicto, j'ai publié un bouquin, j'ai publié un livre il y a à peu près 2 ans chez l'Harmattan, dans la collection ethnographique, qui est dirigée par l'anthropologue Pascal Lerest, qui s'intitule La métamorphose éthylique. Ouais. Donc cet essai-là. On aurait pu voir à Narbonne si ça avait eu lieu grâce à. Exactement, avec Alain Potier. Avec son beau projet là, qui hélas n'a pas pu aboutir. C'était de reconsidérer l'alcool, effectivement l'alcool comme un symbole. La base, c'est un statut pour le vin en fait. C'est ça. Parce que le problème, c'est qu'on est là aussi dans l'indistinction. Se saouler à l'alcool de patate, c'est pareil que le vin. Ben non, il y a des rituels qui sont. Pour Alain, il y avait un axe qui était privilégié, une dimension culturelle et un statut légal, reconnaissance comme une personne, je ne sais plus quoi, quel terme de droit qui était utilisé. Qu'on retrouve. Alors parle-nous de ce bouquin, La métamorphose éthylique. Ouais, la métamorphose éthylique. Alors la métamorphose éthylique, c'est un essai de philosophie clinique. D'accord, publié chez Harmattan, comme je l'ai dit. Il a plusieurs particularités. La première particularité, c'est que l'hypothèse a été vérifiée avec un groupe de patients. Voilà. Je ne suis pas amusé à écrire n'importe quoi dans mon coin. Sans demander aux gens, en vrai. Donc, je leur ai dit, voilà, j'ai une idée, il faut que je vous en parle. Ouais. J'ai réuni un groupe de patients avec qui je m'entends bien, qui font un peu de philo, qui sont un peu des intellectuels. Je leur ai dit, écoutez, j'ai une idée, et vous avez une expérience de l'alcool que moi, j'ai pas. Ouais. Donc, est-ce que vous pensez que mon idée, elle tient la route ou pas? Donc, on s'est réunis pendant 10 heures, pour des créneaux de 2 heures. Et on a parlé, et effectivement, ils ont validé cette hypothèse. Qu'est-ce que c'est que cette hypothèse? C'est que l'alcool, c'est pas qu'une maladie. L'alcool, c'est pas qu'une pathologie. L'alcool, c'est aussi une pulsion de vie. Oui, ça peut nous arriver. Tout à l'heure, on buvait un excellent whisky tourbé iodé. C'était une pulsion de vie qui complétait notre moment où on était dehors. On a mangé italien. C'était bien. On était aujourd'hui, c'est notre journée pulsion de vie. Ça nous change du Thanatos. Ouais, mais c'est une pulsion de vie qui n'est pas la même que celle dans laquelle on était, parce que nous, il y avait de la joie. Oui. Il y avait vraiment de la joie, il y avait du plaisir. Une forme de logorée verbale liée au plaisir d'être ensemble. Là, si tu veux, ce mouvement, cette pulsion de vie, ce mouvement vital, il est lié à une insatisfaction. Cette insatisfaction, c'est finalement, ce monde ne me correspond pas. J'en veux pas. J'en veux pas. Ouais. Et donc, du coup, je lui oppose le désir d'autre chose. Je lui oppose mon désir. Et ce désir s'exprime par la geste éthylique. Voilà, il suffisait de lire. Tu vois? Et donc, du coup, l'idée, c'est de proposer
une autre compréhension, une autre lecture de la consommation d'alcool. Je ne dis pas que ce qui se dit est faux, je dis juste que ça ne correspond pas à chacun, ça ne correspond pas à tout le monde. D'accord ? Et pourquoi ? Parce que moi je me rends compte depuis 20 ans, dans mon bureau, qu'il y a des gens qui viennent, ils tiennent un autre discours. Ils tiennent un autre discours. L'alcool c'est un problème, mais c'est pas qu'un problème. Non, c'est aussi une solution. Ah ouais, c'est une solution. Sans quoi, nous trois ici, on serait peut-être pas là. Mais c'est un mode de réponse. Parce que quand tu réfléchis à faire des enfants, tu le fais pas. Donc il faut de l'alcool. Tu sais quoi ? Ouais. C'est que l'alcool, si tu veux, c'est comme une fin de non-recevoir que tu opposes au monde. Ouais. Au profit d'un autre. Ouais, tu fais une pause. Autant crées... suspends ton vol. Disait le poète. Lucien ou Vidi, je sais plus trop. Ouais, c'est même pas tant une suspension qu'un mouvement. Il y a un mouvement d'extraction. C'est-à-dire qu'on se retire du monde pour accéder à un autre. Si tu veux, on part d'un plan pour accéder à un autre plan. C'est le plan de l'éthylisme. Et le plan de l'éthylisme, on en fait systématiquement, ou quasi systématiquement, un problème avec toutes ces préconisations sanitaires et autres. Mais non, c'est aussi un mouvement volontaire, c'est aussi une pulsion de vie qui fait qu'à un moment donné, on montre autre chose, on montre le désir d'accéder à autre chose. C'est parce que tu es catholique que tu perçois l'alcool comme ça. Si tu étais protestant, tu le verrais comme moi. Ah non, je suis même pas catholique, c'est ça le pire. Oui, mais enfin, avec ton nom, Maganelli, excuse-moi. Quand je te parle de plan, c'est d'accéder à d'autres modalités de l'être. Oui, je vois bien ce que d'autres modalités de l'être, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement, quand on a créé le concept d'être éthylique. Faire de la philosophie, c'est créer... être éthérique. Faire de la philosophie, c'est créer des concepts. Et donc, nous, on s'est efforcé de créer un concept, c'est le concept d'être éthylique, qui rend compte des modalités particulières de ce mouvement d'extraction. D'accord. Et ce mouvement d'extraction, c'est quoi ? Eh bien, c'est dépense improductive. Ça, c'est Georges Bataille. C'est retour à l'immanence. Bataille aussi. Et c'est la suspension du temps. Donc, il y a quelque chose qui se cristallise sous l'éthylisme. Oui, on ne boit pas par hasard. Non. Et puis, on boit différemment. Il y a une esthétique de l'éthylisme. Suivant les boissons, les rituels changent. On revient au vin. Le vin, c'est une succession de civilisations occidentales, latine et grecque, gréco-latine même en français. L'alcool, c'est un symbole puissant. Moi, ce que je trouve c'est extraordinaire, c'est que tu veux, ce qui nous caractérise tous les trois ici, enfin, je crois à peu près, c'est que on a la capacité, je trouve ça incroyable, là je déconne pas, on a la capacité d'accéder à une conscience modifiée. Oui. Par un simple geste qui est le signe qu'on désire la modifier. Et il y a un produit étonnant, étrange, qui est banalisé, mais quand même un peu bizarre, qui s'appelle l'alcool, qui à un moment donné va reconfigurer ta personnalité. Te situer dans un autre endroit que celui dans lequel tu es habituellement. Va te faire exister en d'autres termes, va révéler quelque chose de toi qui ne s'exprime pas si tu n'es pas alcoolisé, sans pour autant être complètement ivre, sans complètement être, comme on dit, bourré, pas du tout. C'est pour ça que je parle de pulsion de vie, et pas forcément de cette espèce de cliché autour d'une destruction mortifère ou d'un lent suicide. Ça, c'est peut-être vrai pour certains. C'est bon pour Nicolas Cage dans Living Las Vegas. Oui, c'est pas ça. Mais ça peut être la même chose avec la bouffe. Pour Marco Ferreri, la grande bouffe. Mais là, tu es dans un registre. Là, si tu veux, moi, il y a une méprise par rapport à ce film. À mon avis, c'est complètement. Il y a une méprise par rapport à ce film. Quand ce film est sorti, on a focalisé sur la critique de la société de consommation. Il se suicide en bouffant. Ouais, d'accord, mais pour moi, ce film, c'est pas ça du tout. Il y a du plaisir aussi dans l'intervalle. C'est surtout le plaisir. Il n'y a pas que le suicide. C'est surtout le plaisir de se suicider. C'est la pulsion, c'est du surréaliste, c'est de la poésie. C'est une poésie. C'est buñuélien tout en restant Ferreri. Mais complètement, c'est exactement ça. On s'en fout de la société de consommation. C'est à juste des mecs qui un jour prennent la décision complètement dingue de se suicider en bouffant. Et entre amis. Ouais, entre amis. C'est aussi, c'est important. Ça. Donc voilà. Il n'aurait pas fait tout seul, tu vois. Mais on est hors du monde là. Voilà. D'ailleurs, ils s'enferment. Voilà. Mais on revient à l'addiction, on a besoin d'un hors du monde, parce que le monde est de moins en moins recommandable. Toi, tu vis dans la forêt, alors évidemment. Ouais, depuis toujours. Hein. Voilà. Depuis toujours. Hein. T'es Bellifontain, comme on dit. Ouais, Bellifontain. Je sais pas si le monde il est peu recommandable, je le trouve surtout ennuyeux. Ou ennuyant, je sais pas comment. Ouais, le résultat est le même. Moi, je trouve que les débordements des autres agressent
t'as vu ici, c'est monacal, quoi. Il y a des livres, il y a des tableaux, il y a... Voilà, quoi, tu vois. C'est typiquement le type d'endroit que j'aime beaucoup et dans lequel je me sens bien immédiatement. Tu vois, c'est chez moi, donc... Ouais. Elle me fait le coup de temps en temps avec quand on est avec Alice et Moon traditionnellement. Je me racontais tout à l'heure. Donc, alors, tu bosses aussi beaucoup sur la poésie. Oui, ouais. Alors, comment tu as eu accès par l'éthylisme ou l'œuf, la poule? Même pas. Poésie, ça a commencé jeune. La poésie et la philosophie. Parce que la philosophie, c'est venu après. Ouais. La poésie, c'est venu jeune, très jeune, avec quelqu'un qui s'appelle Jérôme Quaretti. Que je connais pas. Moi non plus, pas très bien. Qui est hélas mon meilleur ami. Ouais. Et, on est tombé amoureux, étant jeune, de quelqu'un qui n'est pas très connu, qui s'appelle Antonin Artaud. Ah bah si, connu. Non, bah non. Si. C'est juste le plus grand, mais à part ça, il n'est pas connu. Alors, il se trouve que Pierre Pérouse a photographié Antonin Artaud au début de sa carrière. Ouais. Le même qui a fait De Gaulle. Oui. Et Jordi Solé en a fait un roman sur le voyage d'Antonin Artaud au Mexique qui s'appelle Vous êtes tous des cadavres. Mais ceci est une autre histoire. Au Mexique, ouais. Et on est tombé amoureux d'Artaud très jeune. C'était un choc littéraire, alors qu'à l'époque on ne connaissait pas grand-chose. On avait 16-17 ans, peut-être 18, mais pas plus. Grâce à qui? Grâce à Serge Gainsbourg. D'accord, il y a un lien. Oh, il y a un lien, bah, il y a toujours. L'éthylisme aussi, d'ailleurs. Oui, exactement, tu vois, même là, il y en a un. Et puis, bah, ça nous a jamais quittés, ça m'a jamais quitté. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, tiens, je vais essayer d'en écrire. Et puis, j'ai commencé à en écrire pour le malheur de la poésie. Oui, ben montre à la caméra. Ah ouais. Donc ça, alors ça vient de sortir. Ah non, ça date un petit peu ça là. Date comme un noir. Ouais, ça date, ça fait quelques années. T'as Sheol, c'est un recueil de poèmes. Alors Sheol, chez les Juifs, c'est l'enfer. Ouais, c'est pas vraiment un enfer, c'est un espèce d'entre-deux où t'es ni vraiment mort, ni vraiment vivant, tu sais pas trop où tu vas, c'est un espace indéterminé. C'est Perpignan, ça existe, c'est Perpignan. Ouais. On est dans le Sheol. Dans le Sheol, c'est un lieu un peu angoissant. En fait, oui, bah ça. Pensez donc, moi j'ai passé une semaine à Montpellier, j'ai vu la différence. Et là, t'as Angst. Ouais. Alors là, je vois pas. Angst, c'est que boldicho, comme on dit en catalan. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire angoisse. Ah bah voilà. Angoisse, c'est un poème, c'est un seul poème de 70 pages à peu près sur l'angoisse. Un sentiment duquel je suis assez familier. Donc voilà. Regarde, la métamorphose éthylique, on a un bras assisté qui nous... Voilà, c'est très bien, merci. C'est des effets spéciaux. Voilà. Voire spéciaux. C'est du grand art. J'adore. Donc, la poésie, pour dire quoi? Ton mal-être? Pour éviter de tomber dans l'alcool. Ah ouais, c'est ça, parce que je suis quelqu'un d'hyper déprimé, tu vois. Donc... Ouais, ça se voit. Mais t'es habillé en noir déjà. Ouais. Espèce de gothique tardif. Ouais, que ça, quand c'est ça. Et là, maintenant, t'es gothique oriental, vu que t'es à Perpignan. Ouais, je suis gothique ascétique. Hein. Donc, ouais, et la poésie, t'en as produit de livres ou t'as carrément un blog où tu continues de produire? Non, j'ai pas de trucs comme ça. Non, t'as raison. Les blogs, c'est de la merde. Moi, je te le dis. Je sais pas, je pense, j'en sais rien. Voilà. Je sais pas si c'est de la merde, mais non, moi, je suis pas, tu sais, je suis dans ma forêt, comme tu dis, hein. Mais ça se vend pas trop mal. Ah ouais? Ouais. Alors, combien tu produis ça? T'as combien d'exemplaires de Sheol et de Angst? Bon, j'en sais rien. Enfin, c'est de la poésie. Oui, non, mais vas-y, dans 1000, moins. Ah bah, vachement moins. Si t'en as deux et que t'en vends deux, ça va, quoi. T'as une mère, un père, un oncle. Ça, en fait. Voilà. Je me suis planté, t'as raison. Bah non, ça se vend pas, en fait. Non, mais mais parce que dans les librairies, ou les éditeurs, non, mais la poésie, ça va pas. C'est pour ça, moi, je te répète ce qu'on m'a dit dans les interviews. Hein. Non, mais si tu veux, non, ça se vend pas, c'est clair. Ça se vend pas. Mais pour un bouquin comme ça, pour lequel t'as pas très peu de communication, moi j'en suis assez content. Aussi... 300 exemplaires, non? Moins que ça. Ah oui, non, c'est vraiment... C'est anecdotique, mais moi ça me va. Oui, voilà. Ça me va, ça me suffit. C'est anecdotique, mais ça me suffit. Après, c'est sur le long terme aussi. Puis le but, c'est pas de vendre, c'est de savoir qu'à un moment donné, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a mis les yeux dessus. Ça me suffit. D'accord. C'est un petit peu... C'est sans fausse modestie. Bon, peut-être avec de la fausse modestie, mais à ce compte-là, je l'assume. On se psychanalysera plus tard. Hein. Mais non, la poésie, non, c'est pas pour raconter ses misères, quoi.
C'est pour justement dire la misère, pas la sienne. Oui, celle des autres. C'est vrai que les autres sont misérables. J'avais un ami, Victor Hugo. Dire la misère, si c'est pour parler de son petit malheur. Ouais. Tu n'es pas la Christine Angot de la poésie, tu veux dire. Aucun intérêt. On en a rien à foutre de ton témoignage, tout le monde s'en fout de ta vie. Moi, voilà, ce qui m'intéresse, c'est qu'à un moment donné, peut-être. Est-ce que c'est un outil de plus par rapport à tes activités, la poésie? Bon, c'est pas un outil, c'est une nécessité. Sans ça, je meurs. D'accord. Ah bah ouais. Non, mais moi, c'est. Sans ça, il y a la philosophie. Je parle de ma vie intellectuelle. Autant la philosophie, je comprends. La poésie, ouais, j'aime bien, mais enfin bon, à un moment donné. Ah ouais. J'en écris pas, tu vois. Ou alors j'en fais sans le savoir. Tout à l'heure, Monsieur Jourdain de la poésie. Ouais, tout à l'heure je te parlais, en parlant de l'éthylisme, je te parlais d'accéder à un autre plan. Quand tu fais de la poésie, à un moment donné, tu accèdes à des états. Des ah états. Oui, aussi, oui. Ouais, et sans rien prendre, c'est ça qui est. C'est du chamanisme occidental. J'en sais rien, en tous les cas, c'est une expérience particulière. Ouais. Qui n'est pas forcément une expérience très agréable. Hein. Oui, déjà tu pars d'Antonin Artaud pour connaître un peu l'animal. C'était pas tous les jours dimanche. Non, l'idée c'est pas de se faire plaisir quand t'écris. L'idée c'est pas parler de soi et d'être content de parler de soi. L'idée c'est d'essayer d'accéder à des choses qui te dépassent, mais qui te traversent. Et qui ne traversent pas que toi, qui traversent les autres aussi. Sinon c'est zéro. C'est un travail de neutrino, quoi. C'est un travail c'est un travail qui relève quand même d'un certain déséquilibre. À un moment donné, effectivement. Qui est équilibré aussi, camarade. Je crois pas. J'ai jamais connu. Si t'as nécessité, t'as déséquilibre. Ouais. Si t'as excès, t'as déséquilibre. Mais déséquilibre au sens commun. Ouais. Tu vois. Après, bien sûr que j'y trouve une forme d'équilibre. C'est un équilibre précaire. D'accord. Oui, c'est toujours ça. C'est le doute, on revient au doute. Oui, c'est ça. Non, pas chercher à ce qu'il ne te talonne plus puisqu'il sera toujours là. Donc lui faire une petite place. Voilà. Faut accepter pour dépasser. C'est même pas pour dépasser, c'est juste pour qu'à un moment donné cohabiter un peu, et puis bah tiens, ça me donne une idée, bah c'est bien. C'est Baudelaire, tiens-toi tranquille au Madouleur. Oui, c'est ça, je pense qu'effectivement, on n'est pas tous, parce que t'as des imbéciles heureux, et tant mieux pour eux, mais on est un peu tous logés à la même enseigne par rapport à ça quand même. Pas me déranger, quoi. Oui, si, bah ça c'est encore autre chose. Là, tu vois, oui, non, mais toi, tu reçois les gens, alors c'est encore autre chose, mais... Après, c'est autre chose, effectivement, quand t'accèdes à l'intimité de quelqu'un, t'accèdes... à des choses étonnantes, mais c'est surtout sur des détails. Ça, c'est un autre plan. Tu dis ça parce qu'on a mis Jean-Marie Le Pen sous tutelle? Ça y est, c'est fait? Ouais. Oh putain. Alors, pour revenir, on va revenir, la philosophie. Oui. La philosophie, ça naît de quoi et comment ça se manifeste dans ta vie contemporaine, comme on dit? C'est pareil, si tu veux. Tu fais pas de philosophie si tu vas bien. Tu fais de la philosophie quand tu te poses des questions auxquelles tu n'arrives pas à répondre. Tu te rends compte que d'autres se les ont posées avant toi, oui, et qu'ils n'ont pas répondu non plus forcément. En tous les cas, Spinoza a bien bossé quand même. Ouais, ils vous apportent des réponses qui, moi, me séduisent, mais c'est pas les plus rationnelles qui me séduisent. Je préfère Voltaire, c'est plus léger. On dirait de la crème fouettée. J'adore la crème fouettée. Ouais, Voltaire, c'est bien. Alors, c'est pas celui que j'affectionne le plus, mais... Diderot, j'adore Diderot. Ouais, c'est pas... Oh, moi, tu sais, je suis pas... Faut que la vie soit un duel à l'épée, sinon ça n'a pas d'intérêt. Ouais, ça, c'est... Non, mais c'est pas mal. Il y a des trucs qui sont très beaux et très forts, mais... Kant, c'est... Ah, d'artiste lourd, d'artiste grosse. C'est autre chose. Quand moi, je suis plus, si tu veux... Moi, je suis un admirateur sans borne de Platon. Ah oui, le film, j'ai adoré. Voilà, tout ça. Le film d'hier, Platon, tu vois. Mais sinon, comme tout à l'heure, je te citais Bataille. Socrate aimait beaucoup aussi Platon. Ouais, j'ai dit peut-être. Ouais. Il aime bien le Ciliade aussi, Socrate. Voilà. Non, c'est... Les jours de banquet, enfin passons. Ouais, c'est ceux qui réinterrogent le rapport au réel. Oui. Voilà, les Grecs ont fait beaucoup. C'est ceux qui réinterrogent le rapport au réel. Les cyniques, tu aimes bien? Qui t'a parlé grec? Ouais, c'est de la philosophie Diogène. antique. C'est touché Diogène de Sinope, c'est super. Ouais, le dire comme ça soit un peu plus enthousiaste, sinon on croit pas. Non, mais c'est des premiers anarchistes, quoi. Voilà. C'est des anarchistes qui faisaient chier le monde et qui avaient raison de faire chier le monde. Qui aboyait. Diogène le chien. Voilà. Ah oui. Qui vivait dans un tonneau, donc on retrouve ce qu'on disait précédemment. Il vivait dans un tonneau, qui apparemment il serait mort, je ne sais pas si c'est vrai, en bouffant un poulpe. C'est étouffé, ça. Ouais, mais vivant, je crois. Aussi. Ouais, c'est ça, un poulpe vivant. Oui, à la japonaise, quoi. C'est ridicule. Il a voulu faire le con, il était un peu trop loin, là. Il, pas il a eu des chouchis, comme on dit. Diogène et son tonneau. Ouais. Qui était une amphore, en fait. Qui était une amphore, ouais, d'où le syndrome de Diogène. Hein. Voilà.
Mais si tu veux, ouais, la philosophie, ouais, c'est tous ceux qui réinterrogent le rapport à la réalité. Voilà, donc. L'allégorie de la caverne, hein, puisque Platoon. C'est beau ça. Est-ce qu'on a vraiment vécu la guerre du Vietnam ou c'était qu'une des flammes projetées sur une grotte? Parce que c'était des marionnettes qu'on agitait. Voilà, c'est ça. Indonésienne, quoi, au Vietnam, oui, bon, ça va. C'est ce que c'était Tataillé qui. Voilà. Et où il avait la main, enfin bon, bref. Non, c'est la philosophie de bataille qui résonne beaucoup aujourd'hui autour de la dépense des énergies excédentaires. C'est la philosophie, bien entendu, ça c'est assez classique, mais c'est la philosophie de Nietzsche. C'est la philosophie de Sartre, c'est toute cette philosophie qui réinterroge le rapport à l'être. Voilà. Et aujourd'hui, à quoi on assiste? On assiste effectivement au règne du gros plein d'être. Sauf que ce gros plein d'être, il est plein de manques. Mais à force de ne pas vouloir les voir, il devient complètement con. Ouais, on commence à atteindre l'acmé. Tu me parlais tout à l'heure du divertissement pascalien avec les qui faisaient du bruit parce qu'ils s'abrutissaient de leur boulot. Ah, c'est ça. C'est le nez dans le guidon, ils ont cette expression, le nez dans le guidon, il est facile. En regardant en dessous, il n'y a plus de vélo, quoi. Mais c'est ça, quand tu disais, voilà, c'est coyote, à un moment donné, effectivement, si tu fais pas du bruit, tu tombes. Voilà, et je crois qu'il faut accepter de tomber. Voilà. Pas forcément de tomber, oui, mais enfin la chute. Mais tomber, t'en meurs pas. Ben oui, mais eux, enfin, parce qu'ils sont très fragiles aussi. Non, mais de se poser et de contempler. Parce que l'ennui pascalien, c'est le refus de la contemplation parce qu'on pense à sa mort. C'est ça le fond du truc. C'est le refus de penser à sa finitude, c'est le refus de penser à la mort. Pascal ne fustille pas le divertissement, non. Il fustille sa fonction. Il dit que si on se divertissait si on ne fait en que sachant ça. que c'est parce qu'on a peur de la mort, il n'y a pas de problème. C'est une mise en abîme. Mais là, on ne sait même pas, donc il y a quelque chose d'un peu, bêtifiant dans le divertissement selon Pascal. Ben, le divertissement, ça n'est pas le jeu. Ah non. Tu vois? Ah non, le jeu c'est autre chose. Voilà. Quand tu joues, le jeu c'est de la métaphysique. Voilà. Jouer c'est faire l'expérience de la métaphysique. Jouer c'est ne plus être, c'est être absorbé par le jeu. Le jeu c'est ce qui dissout l'identité. Le paradoxe du comédien, pour revenir à Diderot, non parce que j'ai une préface qui a été refusée parce qu'il y avait trop de Diderot à l'entrée, on m'a dit. Jacques le Fataliste et son maître, je trouvais que c'était pas mal, j'étais déçu. Enfin, vous passez. Ouais. Donc pour reviendre, donc moralité, ta vie dans la forêt, elle se compose comment, quoi? Enfin, tu as une vraie maison en fait, tu vis pas dans une hutte, t'es pas Lancelot dans Camelot. J'ai la chance d'avoir des gens qui m'aiment et qui m'acceptent. Voilà. C'est exceptionnel. Parce que ta vie a l'air compliquée au regard de la morale actuelle. Ouais. Voire de la moralitude. Oui, bien sûr, elle est compliquée. Elle est compliquée, oui. Non, heureusement, tu n'échappes pas à ça, parce que sinon je me sentirais. Elle est compliquée. Eh ben, tu sais, c'est assez simple, hein, peu de choses. La vie se compose de peu de choses. Oui, la frugalité, c'est bien. La présence. Ouais. C'est ce que j'aime. Oui. Avant toute chose. Ça, c'est un autre sujet. Là, cette présence-là. Oui. Et puis le reste, qu'est-ce que tu veux? Mes compagnons de route, c'est mes bouquins. Oui. Mes rares amis. Ouais. Il y en a un qui est derrière, oui. Qui est sur son téléphone. Il dira pas, pas qui c'est. Il joue au Tetris. Non, il dialogue avec sa femme. C'est ça. Bravo. Oui, elle essaie de retrouver et puis toi, et puis voilà, tu sais, ça va paraître un peu con et un peu facile, mais j'ai envie de le dire quand même. Ces petits moments là, comme tout à l'heure. Oui. Et puis là, même là. Là, voilà, mais là je suis en train de le vivre, donc ça sera effectivement que je me dirais que c'est, tu vois, même si j'ai du plaisir déjà en dedans. Tout le sera. Voilà. Et voilà, c'est tout. Oui, le reste, on a eu un moment avec un fond de whisky écossais. Qui était très très bon. Alors, c'était vraiment un tout petit fond. Hein. Ouais, bah, c'est ce qui me restait, plus de garçons. Il était vraiment très très bien. Et voilà, c'est ça. Et puis, tu sais quoi? S'imprégner de certaines ambiances. Ça pour moi, c'est la question des lieux. La question des lieux, c'est un peu comme la question des odeurs. Je sais pas si tu seras d'accord avec moi. On vit dans un monde où t'as plus d'odeur. T'as pas d'odeur quand tu sors dehors. Il n'y a pas d'odeur. Si, à Perpignan, si. Mais Perpignan, je sais pas. En tous les cas, voilà. Et il y a aussi des atmosphères, des ambiances. Et tu vois, quand je te dis que j'aime bien être là, ça, c'est un lieu qui laissera une empreinte dans ma mémoire. C'est le lieu. Et puis, je sais pas si tu as vu, tu as une épée à deux mains qui est suspendue là. Juste après, tu verras après. Ah oui, si, je la vois là, oui. Tu vois, donc ce lieu, cette atmosphère, ce moment, c'est ça qui donne du sens. Qui donne du sens en partie au moins, ça c'est essentiel. Ces murs hauts, cette peinture, ces tableaux, ces livres partout, cette histoire.
Moi aussi, ça fait sens pour moi. Bon, il se trouve que c'est chez moi, c'est peut-être pour ça que j'aime bien. Ah bah ouais. C'est à l'image du bonhomme. T'en as plein qui aiment pas être chez eux, peut-être tellement c'est moche chez eux. Oui, c'est pour ça qu'ils sortent. Oui, mais il n'y a rien en fait. Ouais, C'est vide. voilà. C'est vide. Alors, puisqu'il s'agit de conclure, il faut que je rassure ma sœur, si elle m'appelle, elle a sûrement une raison. Qu'est-ce que tu aimerais dire pour synthétiser un peu de tout ce qu'on a parlé à propos de toi finalement? Pas grand chose. Est-ce qu'il y a un site où on peut te retrouver, moyen de te retrouver, tes livres, des trucs, faire de la pub? Oui, bah c'est les Au bouquins. club ciné, tout ça. Les bouquins sont disponibles partout. Ouais. Sur YouTube, où tu présentes ton livre. Ouais, Ah sur ouais. YouTube, On ouais, je présente rajoutera, les bouquins, ouais. mais comme je suis pas très fier du résultat, voilà, si vous voulez vous marrer, vous allez voir. Non, c'est tout, c'est bien. Tu vois, rien de trop. On arrête là. Et on remercie Jérôme Coretti, sans qui ce moment n'aurait pas eu lieu. Merci.